Je m'appelle Emily Madison et j'ai passé la majeure partie de ma vie à être effacée par ceux-là même qui étaient censés m'aimer. Lors du mariage de mon frère, personne n'a prononcé mon nom une seule fois, ni dans le plan de table, ni dans les discours, ni même lorsque je suis entrée dans la salle, mais ce qu'ils ignoraient, ce que personne dans cette salle ne savait, c'est que j'avais un titre qui allait faire taire tous les sourires narquois et bouleverser toute la soirée. Ce n'est pas seulement une réunion, c'est une histoire de vengeance écrite avec des médailles, du silence et un salut parfaitement synchronisés. Je suis arrivée en avance. Comme toujours, c'est une habitude difficile à perdre quand on a été entraîné à réagir avant le coup de sifflet. Le lieu était l'un de ces domaines à la campagne avec des colonnes blanches et des haies taillées, le genre d'endroit dont mes parents aiment se vanter, mais jamais devant moi. Je suis entrée vêtue d'une simple robe de cocktail gris ardoise, des talons bas, les cheveux tirés en arrière. J'avais l'air simple, civil. Et c'était exactement le but. Personne ne m'a reconnue. Tante Meredith m'a frôlée avec un sourire faux. « Tu es une des cousines de Nick, n'est-ce que pas ?» J'ai hoché la tête, la laissant deviner. Le plan de table ne mentionnait pas mon nom, juste plus une à côté d'un cousin éloigné. Je trouvais ma place près des portes de la cuisine, où les serveurs allaient et venaient comme des fantômes. Je m'assis tranquillement, la serviette pliée sur les genoux, regardant les flûtes de champagne tintèrent au loin, puis vinrent les toasts. Mon père se tenait droit, le dos rigide. Son costume impeccable comme toujours. « Nick a toujours fait notre fierté », dit-il d'une voix qui résonna dans la salle de bal. « Il est courageux, loyal. Un leader né. C'est le fils dont tous les pères rêvent. » Il m'a regardé sans me voir. Ma mère aussi, rayonnante à ses côtés, hochant la tête comme une femme qui n'a jamais eu d'autre enfant. Pas une seule fois ils n'ont mentionné mon nom, pas même un murmure. C'était comme si je n'avais jamais existé. Et peut-être que dans leur version de l'histoire, c'était le cas. Peut-être avais-je disparu au moment où j'avais choisi une autre voie, celle des bottes, du camouflage et de la détermination à toute épreuve, plutôt que celle des perles et des certificats de mariage. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient construit une scène pour honorer leur enfant préféré et qu'ils m'avaient accidentellement placé au centre, car avant la fin de la soirée, quelqu'un dans cette même pièce allait prononcer mon nom, haut et fort, suivi d'un salut qui ferait se retourner toutes les têtes, pas par courtoisie, mais par respect pour mon grade. Je ne me souviens pas exactement du jour où j'ai renoncé à impressionner mon père, mais je me souviens du moment où j'ai cessé d'espérer qu'il me remarque. J'avais 17 ans, la veille de mon départ pour West Point. La maison sentait le cèdre et le bourbon. Comme d'habitude, maman avait préparé un dîner tranquille, avec du poulet rôti, son plat préféré. Nick était déjà dans sa chambre, en train de jouer à des jeux vidéo ou d'envoyer des SMS à une fille qu'il dragua. Je m'assis à table dans mes vêtements soigneusement repassés. J'avais amélioré mon temps au mile de 10 secondes et mémorisé toutes les règles du dossier d'admission. J'avais tout fait correctement, tout fait dans les règles. Mais lorsque j'annonçai à mon père que j'avais reçu ma lettre d'admission, il ne me dit pas « Félicitations ». Il ne s'est pas levé, il n'avait même pas l'air surpris. Il a juste fait tourner le whisky dans son verre et m'a dit d'un ton neutre « C'est une manœuvre politique. Ils acceptent plus de filles maintenant. Ne te ridiculise pas. » Je l'ai regardé comme s'il m'avait giflé. Peut-être que j'aurais préféré, au moins ça aurait été honnête. Puis, comme s'il s'ennuyait déjà, il a ajouté « Tu n'es pas faite pour ça. Tu es douée avec les gens, d'accord? Peut-être pour la logistique. Mais le combat, Emily, tu plies le linge comme si c'était une cérémonie. Tu pleures quand un oiseau heurte une fenêtre. » Cette phrase m'a marquée pendant des années. J'ai pleuré quand un oiseau a heurté une fenêtre parce qu'il était vivant et parce que personne d'autre dans cette maison ne l'a fait. Parfois, je me demande combien de personnes ont eu un père comme le mien, des gens qui pensaient nous protéger en nous retenant. Si quelqu'un vous a déjà dit que vous n'étiez pas à la hauteur, écrivez-le dans les commentaires, car je vous jure que ces voix ne disparaissent jamais vraiment. Elles s'atténuent simplement jusqu'à ce que vous parveniez à les faire taire. Ce soir-là, après le dîner, je me suis assise seule sous le porche. Pas de cérémonie d'adieu, pas de photo fière, pas de main sur l'épaule, juste un « bonne chance », à moitié chaleureux, chassé de l'entrée. J'ai pris sur moi de lasser mes bottes, de fermer mes bagages, de prendre un taxi et de voir ma maison rapetissée à travers une vitre embuée. À ce moment précis, j'ai pris une décision. Il pouvait compter sur moi pour lui prouver qu'il avait tort. Malheureusement, cela ne marcherait pas pour lui.
Je ne pense pas qu'ils seraient intéressés par me féliciter pour mon diplôme ou encadrer une photo de moi en uniforme. Quand je l'ai fait, j'étais sûre de mon identité, qu'ils l'aient fait ou non. Même lorsque j'ai atteint cette position, je n'avais pas l'intention de leur en faire part. Le monde leur dirait, j'allais l'admettre, plus que le simple temps, West Point était nettement plus froid que je ne l'avais prévu. Le vent transperçait tous mes vêtements, mais il y avait aussi la tension, la solitude et le silence. D'autres soirs, assis sur le bord de ma couchette, les bottes couvertes de boue et les chaussettes trempées jusqu'aux os, je me demandais si mon père n'avait pas raison. Je n'étais peut-être pas à ma place ici. Je pensais que cet endroit allait me briser, avec toutes ces formations, ces exercices et cette fatigue, mais ce ne fut pas le cas. Je ne cherchais pas seulement à réussir à West Point. Il y a des années, ils ont tenté de détruire la personne que j'étais encore. J'ai détesté cette première année. Elle m'a appris à continuer d'avancer même lorsque mes jambes étaient lourdes comme du plomb, à courir malgré les ampoules et à ravaler mon sang après une chute. Les cris d'un officier supérieur à quelques centimètres de moi m'ont appris à garder la tête froide. J'ai également appris à ne pas montrer ma peur. Ce sont les lettres, ou plutôt leur absence, dont je me souviens le plus clairement et qui me marquent encore aujourd'hui. Les autres cadets recevaient des cartes postales, des petits cadeaux et des messages de leurs proches. Non, je n'en ai aucune idée, pas même un simple « nous sommes fiers de toi ». Même les blagues de Nick étaient absentes, le silence total. Pour ton anniversaire, maman t'a envoyé une carte. Elle est arrivée en retard. Le paquet avait déjà été ouvert. J'espère que tu vas bien. Avait-elle écrit à l'intérieur « Salut, dites papa ». C'est tout. Pas de « je t'aime ». Pas de « nous sommes avec toi ». Absolument rien. Garde à l'esprit que tu es complètement seule. Je devais repartir de zéro. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai gravi les échelons par tous les moyens nécessaires. J'ai perfectionné mes études et intensifié mes entraînements. C'était une mission à l'étranger que j'ai acceptée avec joie, même lorsque les soirées étaient très froides. J'ai persévéré. Quelque chose a changé au cours de ce voyage. J'ai cessé de me soucier de l'approbation de mon père. J'ai cessé d'imaginer le jour où il apparaîtrait, me serrerait la main et me dirait « Tu m'as prouvé que j'avais tort ». En bref, j'étais convaincue qu'il ne le ferait pas. Personne ne fait ce qu'il fait. Les gens restent constants. Si, toi, tu le fais. J'avais commandé ma première unité en territoire ennemi et j'étais revenue avant l'âge de 30 ans. À 32 ans, j'ai supervisé une mission de sauvetage qui a permis de libérer 43 hommes bloqués derrière un front qui s'effondrait. Quand je criais mes ordres, ma voix ne tremblait pas et je ne comptais que sur mon instinct et ma détermination, car nous n'avions ni couverture aérienne ni soutien. À partir de ce moment-là, l'armée a commencé à m'appeler Colonel Madison. Cependant, mes parents ont continué à me considérer comme un enfant difficile. Mes actions n'étaient jamais remises en question. Ils préféraient ne pas être informés. Ils étaient trop occupés à se vanter de la nouvelle voiture de Nick pour y prêter attention. De plus, je m'abstenais de parler jusqu'à ce qu'ils soient obligés de m'écouter. Moment où j'avais prévu de m'exprimer, la salle de réception rêvée par mes parents avait un sol en marbre blanc, des lustres étincelants et un groupe qui chantait Sinatra comme si c'était leur métier. C'était chic, soigné et coûteux. Mais je ne me sentais toujours pas à l'aise. Chaque fois que j'arrivais, maman me faisait ce sourire secret qu'elle réservait à ceux qu'elle espérait ne pas voir. « Tu es venu », disait-elle, le regard déjà balayant la pièce dans ma direction. « Essaie de ne pas mettre ces bottes que tu aimes tant. » D'accord. Je choisissais de ne pas répondre. Je lui tendais simplement le paquet discret que j'avais emballé pour Nick et continuais mon chemin. Pas de câlin ni de « tu es jolie ». Ma robe grise était le seul objet sur lequel je posais mon regard tandis que je soupirais. Encore une fois, la table 9, située près du fond et à côté des portes de la cuisine, était la mienne, ma famille, mes amis, les collègues de Nick et même quelques voisins qui m'appelaient par erreur. Hélène étaient tous assis à l'avant. J'avais été complètement oubliée du programme. Je restais immobile tandis que le diaporama commençait, passant toutes les images de l'enfance de Nick, de sa remise de diplôme et de ses années à l'université, y compris celle où je l'aidais à grimper à un arbre dans notre jardin, alors que je n'avais que 12 ans. Juste avant que je n'apparaisse dans le cadre, ils avaient supprimé cette scène. Je m'abstiens d'exprimer ma colère à voix haute. J'en avais assez d'attendre un moment qui ne viendrait jamais de leur part et d'espérer qu'ils me remarqueraient. Puis une nouvelle mélodie a retenti. Le présentateur s'est approché du micro, tenant une petite enveloppe à la main.
Son expression est passée de la perplexité à un large sourire lorsqu'il s'est éclairci la gorge. Mesdames et messieurs, avant le prochain toast, nous allons procéder à une brève cérémonie en l'honneur d'une personne très spéciale parmi nous ce soir. Les gens ont cessé de parler et l'atmosphère a changé. Au fur et à mesure qu'ils parlaient, la voix de l'animateur est devenue plus solennelle. La personne honorée est récompensée à titre posthume pour avoir fait preuve d'un courage et d'un leadership remarquable lors de l'opération Iron Dagger, sous le feu nourri de l'ennemi. Cette personne a mené une opération de sauvetage qui a permis de sauver 43 militaires. L'armée tient à ce qu'elle reçoive aujourd'hui la reconnaissance qu'elle mérite. Le personnel de service se figea. Le violoniste interrompit sa partition sous ma clavicule. Je sentais mon cœur battre à tout rompre. Quelques instants plus tard, il reprit. « Colonel Emily Madison, voulez-vous bien vous lever ?» Tous les regards se tournèrent vers moi. Les verres suspendus en l'air s'immobilisèrent. Pour la première fois de ma vie, mon nom n'était pas une simple mention en passant. Un coup de tonnerre retentit. Pendant un instant, personne ne bougea. Une chaise racla une autre chaise, puis le silence fut total. « Oh, comme c'est charmant !» ne suffirait pas à décrire cette tranquillité sereine. Comme si la pièce venait d'expirer et avait oublié comment respirer, il y eut un silence surpris, paralysé. Qu'avons-nous entendu ? Je me levai doucement, ajustant la jupe de ma robe. Je me suis avancée vers la lumière, mes chaussures résonnant fortement sur le marbre. Quelque part dans la foule, on a entendu un halètement étouffé. Une fourchette est tombée accidentellement. Toutes les personnes présentes dans la pièce semblaient me regarder. Certaines clignaient des yeux, et mon père était le seul à ne même pas lever le menton pour me regarder. Près des portes d'entrée, un groupe de policiers en uniforme s'avançait, le capitaine Briggs. Un ancien stagiaire qui portait désormais un uniforme impeccable et sérieux menait le groupe. Il s'arrêta à 1 mètre de moi, claqua des talons et salua avec précision. « Colonel Madison ?» dit-il d'une voix forte et claire. « C'est un honneur. » Ce n'était pas parce qu'ils en avaient reçu l'ordre, mais parce qu'il m'avait reconnu, que les autres derrière lui saluèrent également, un par un. Soudain, tout le monde fit de même. Le capitaine Briggs adressa sa voix puissante mais posée à l'assemblée. Le colonel Madison avait refusé la cérémonie officielle qui devait avoir lieu 3 semaines plus tôt, et cet honneur ne lui avait donc jamais été rendu. Nous avions déplacé l'événement ici parce qu'elle était opposée à la médiatisation, mais le Pentagone avait insisté, d'un geste rapide. Il sortit un petit sac noir de sa veste et l'ouvrit. À l'intérieur brillait la Silver Star, la 3e plus haute distinction militaire décernée pour bravoure au combat. Un autre murmure s'éleva, cette fois de quelqu'un trop honteux pour feindre de ne pas être surpris. Briggs épingla délicatement la médaille directement sur mon cœur en disant « Pour votre courage sous le feu ennemi, au milieu d'une attaque ennemie, 43 vies ont été sauvées en moins de 2 minutes, mais les conséquences ont perduré bien plus longtemps. » Après le départ de Briggs, la foule est restée immobile, jetant un regard sur les visages autour de la table. Je me suis retournée, le mascara de ma mère avait coulé, comme si elle allait l'essuyer. Elle serrait fermement sa serviette entre ses mains. Contrairement à quand il fixait Nick, mon père m'a enfin regardée. Il semblait voir une silhouette inconnue traverser la scène lors de sa propre cérémonie de départ à la retraite, comme si quelqu'un venait soudainement de réaliser, avec un soupçon de regret, qu'il avait misé sur le mauvais enfant. Il s'est levé, s'est éclairci la gorge et s'est dirigé vers moi. Je restais complètement immobile. Il s'arrêta au milieu de la pièce, la bouche ouverte comme pour dire « Je suis fier de toi ». Peut-être, j'avais tort. Cependant, il ne dit pas un mot. Comment aurait-il pu dire quoi que ce soit ? La disposition de la pièce était évidente. Je fis un petit signe de tête à Briggs. Son bataillon s'éloigna dans la même direction qu'il était venu, ses saluts résonnant comme des portes qui claquent, tandis que ses pas marchaient en parfaite synchronisation. Je me rassis sur la même chaise et retournai à la table 9, située près de la cuisine. Personne ne pouvait plus nier mon existence. Du moins, pas pour le moment. La musique reprit, mais cette fois-ci, elle avait quelque chose de différent, une sorte d'hésitation, comme si même les violons ne savaient pas où ils en étaient. Les spectateurs s'efforçaient d'entendre ce qui se disait, les cannes s'entrechoquaient. L'atmosphère avait changé, mais quelqu'un retint un rire gêné alors qu'il se tenait près de la table des desserts. C'était comme si quelque chose s'était brisé et que tout le monde se déplaçait avec précaution, comme si rien ne s'était passé, comme si c'était un fait incontestable. Je m'assis en silence à la table près de la cuisine.
la Silver Star serrée contre ma poitrine. Jusqu'à présent, personne n'était venu me parler, mais personne ne m'avait non plus regardé. On finit par me remarquer. Certains d'entre eux se sentaient manifestement mal à l'aise. Nick fut le premier à s'approcher, habillé comme d'habitude, mais avec un léger rougissement sur le visage dû au champagne qu'il avait bu. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. D'une voix basse, il dit « Colonel ». Sérieusement, en s'affalant sur la chaise à côté de moi, « Comment as-tu pu garder ça secret ?» Je lui lançai un regard qui disait « Tu ne fais pas attention ». S'affaissant sur sa chaise, il passa ses doigts dans ses cheveux. « Oh, non. » Et, en d'autres termes, 43 personnes. Son admiration ne m'intéressait pas et je n'en avais pas besoin. Assis côte à côte, nous sommes restés silencieux pendant un moment. Nous étions deux frères et sœurs adultes qui s'étaient perdus de vue et avaient oublié comment respirer ensemble. Il a ensuite demandé. Maman et papa étaient au courant. Je n'ai pas voulu répondre. Personne ne m'avait jamais posé la question. Quand j'ai eu besoin d'une pause, je suis sortie. De longues ombres se dessinaient sur les buissons, éclairées par la douce lumière dorée des lampes du jardin. J'ai marché pieds nus sur le chemin de pierre qui menait au patio arrière, essayant d'échapper à l'agitation de la fête. À ce moment-là, j'ai vu mon père, la voix calme et posée, qui tentait de garder le contrôle de la pièce malgré le fait qu'il n'y avait plus que 3 personnes. Elle aurait pu nous prévenir. A-t-il dit à quelqu'un, faisant peut-être allusion à ma mère. Ce n'était pas que nous étions contre elle. Nous ne nous attendions vraiment pas à ce qu'elle aille jusqu'au bout. Presque hors de vue, je me suis arrêtée. Je ne m'étais jamais attendue à aller aussi loin. Je me sentais comme un projet qui avait échoué, comme si le fait d'avoir traversé l'enfer n'était qu'un heureux hasard. Ce n'était pas un coup dur, mais une réalité calme et irréversible qui m'a frappée à ce moment précis. Il s'est excusé, mais il était sincère. Je ne pense pas. Il a été complètement pris au dépourvu. Je n'avais plus besoin que mon père soit fier de moi, donc cela m'a moins blessée que je ne le pensais. Cette image de moi-même était déjà obsolète. Je n'ai pas dit au revoir avant de partir. Je suis sortie par la porte arrière alors qu'ils étaient en train de glacer le gâteau. Je n'entends que le bruit régulier et tranquille de mes pas. Il n'y a ni musique ni conversation. Avec la médaille délicatement glissée dans la poche de mon manteau, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur en rentrant en ville, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas vu la fille insuffisante. J'ai vu une femme qui ne montrait aucun signe de peur. J'ai vu une femme forte qui avait réussi, non pas malgré le désapprobation de sa famille, mais grâce à l'espace qu'il lui avait laissé. Postez un commentaire si vous vous êtes déjà senti indésirable dans un endroit où vous aviez votre place, si vos opinions ont été ignorées, vos efforts méprisés ou votre nom omis. Comment avez-vous réussi à vous faufiler entre les mailles du filet? Comment avez-vous réussi à vous relever? Tout comme tout le monde, quelqu'un a besoin d'entendre votre histoire de vengeance. J'ai l'intention de lire chacune d'entre elles. Vous n'êtes pas seul.